Laurent Filoche, c'est votre tour de rejoindre la tribune. Vous présidez l'UDGPO, l'Union des groupements de pharmaciens d'officine. Laurent, je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, notre enquête confirme, entre autres résultats, que le manque de temps et de personnel, et on l'a rappelé également à l'instant, sont les premières raisons du non-engagement de certains de vos confrères dans les nouvelles missions. Alors justement, il semble, et Philippe Bessé l'a également suggéré tout à l'heure, il semble que les groupements disposent de moyens qui permettraient de lever ces obstacles. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et comment ça pourrait se passer ? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est une grande question. Pourquoi ? Parce que il y a une disparité. Il y a une disparité actuellement des pharmacies françaises, et il y a une disparité surtout démographique. On est tous dans nos pharmacies à chercher des préparateurs ou des pharmaciens, et ce manque de temps touche vraiment tout le tissu officinal français. Et c'est quelque chose qui va s'aggraver, tout comme la démographie médicale. J'ai ma fille qui est en première année de pharmacie, et comme vous le savez, encore cette année, les facs ne sont pas remplis pour la seconde année de pharmacie. Donc c'est un problème qui existe déjà, et qui va s'amplifier, et il ne faut pas se gausser de ce que vit la profession médicale, parce que c'est quelque chose qui va nous arriver, et qui va nous arriver frontalement, et auquel on n'est pas prêt, et c'est quelque chose qu'on n'a pas non plus bien anticipé. Et donc, si on veut garder ce qui fait notre force, et ce qui fait la force de la pharmacie, c'est le maillage territorial. Eh bien, il faut qu'on adresse cela, et il faut qu'on permette en fait, aux pharmacies de fonctionner en équipe réduite. Et lorsqu'on vient d'ajouter les nouvelles missions, qui par définition sont chronophages, nécessitent des formations supplémentaires, eh bien, on arrive à un point de blocage qui fait qu'on risque d'avoir une dichotomie dans le réseau officinal français avec des pharmacies qui pourront faire ces nouvelles missions et des pharmacies qui ne le pourront pas. Et donc, on va arriver à une pharmacie à deux vitesses avec des patients qui vont arbitrer et qui vont faire que le réseau ne sera plus le réseau fiable, et en tout cas la promesse du réseau pharmaceutique qui est que près de chez soi, on trouve une pharmacie, une croix verte, et dans laquelle on aura la même qualité de service et les mêmes services. Donc c'est vraiment, à mon sens, ce que doivent faire les groupements, c'est trouver des moyens, trouver des nouveaux process, s'appuyer sur ce qui est en train d'arriver. Monsieur parlait de l'intelligence artificielle, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Mais ça demande des moyens qui ne sont pas à la portée de l'officinal. Donc c'est pour ça que les groupements doivent faire ces investissements qui sont parfois lourds, mais qui ensuite, ils vont pouvoir les mettre à disposition de tous leurs adhérents. Et quelle que soit la pharmacie qui sera adhérente de ce groupement, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle ait beaucoup de personnel ou qu'elle en ait moins, eh ben elle pourra répondre à ces nouvelles missions et donner la même qualité de service que tous nos compatriotes sont en droit d'attendre quand ils entrent dans une pharmacie. Il faudrait que toutes les pharmacies soient groupées dans ce cas-là pour ne pas avoir à nouveau elles sont toutes pharmacies à deux vitesses. Enfin, à peu près. On va dire que mais, comme vous le savez, selon les groupements, on est 40 000 pharmacies et même il y a des fois plus de groupements que de pharmacies dans un petit coin. Voilà. D'accord. Vous m'aviez parlé qu'on a préparé cette session d'un service que vous pouviez rendre aux pharmaciens, une espèce de mutualisation. Est-ce que vous voulez en parler ou c'est Oui, encore trop écoutez, tôt ? alors dans cette idée-là, bien sûr, alors pour mettre ça en place, il va falloir faire évoluer des règles. Donc, Alain en a parlé, donc les règles de communication, parce que clairement, il va falloir que les pharmaciens puissent communiquer sur ces nouveaux services qu'ils mettent en place, mais aussi. Voilà, pour les officines qui sont en manque de temps et en manque de personnel, pourquoi pas ne pas mutualiser avant d'avoir encore des outils d'intelligence artificielle, mais pourquoi ne pas mutualiser des pharmaciens qui soient aussi des pharmaciens spécialisés dans la clinique. Je prends pour exemple les bilans de médication partagés. Ces bilans de médication,
ben voilà, force est de constater que ça ne marche pas. Donc je sais que Pierre-Olivier t'en fait, Philippe Gardner en fait beaucoup, mais ça n'est pas dans la profession un succès. Hein. On va s'en dire pourquoi, parce que les gens, d'une part, ont eu peur, tu as raison, c'est très, très académique, ont eu peur de s'y lancer, et pour les pharmaciens qui sont sortis de la fac il y a un certain temps, dont je fais partie, hein, il y a vraiment tout cet aspect de pharmacie clinique qui n'était pas pris en compte et qui ne savent pas appréhender. Donc pourquoi ne pas mutualiser justement des réseaux de pharmaciens, se servir de la téléconsultation, faire de la téléconsultation pharmaceutique pour pouvoir offrir ce service, même dans ces officines qui n'osent pas se lancer par manque de temps, par manque de moyens ou par manque de compétences. Et pour l'instant, ça n'est pas possible. La législation ne le permet pas. Non, effectivement, il y a un blocage réglementaire qui empêcherait de mettre ce service à disposition. Mais vous voyez, c'est comme si on ne met pas ça en place, il y aura vraiment une fracture entre les pharmacies qui peuvent le faire et les pharmacies qui ne pourront pas le faire, et on risque un éclatement de notre maillage. Et un pharmacien qui se déplacerait d'une officine à une autre, qui serait prestataire pour une mission, c'est envisageable aujourd'hui ou pas? Écoutez, il faut demander donc à nos syndicalistes, mais je ne pense pas. Et pour en avoir discuté avec l'ordre, le pharmacien reste attaché à son officine, et en tout cas réglementairement, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors, M. Mégerlin déjà qui veut réintervenir. Oui. Merci pour la présentation. Effectivement, ce sont les grandes questions. Est-ce qu'on peut réduire des coûts fixes permanents pour des petites structures qui ne peuvent pas les supporter? Est-ce que les groupements peuvent mutualiser du back-office, ce qui est effectivement un point important? Et quelle est la source de revenus principale qui rattache aux premiers éléments de la matinée? On a vu que dans l'économie financière, un certain nombre d'investisseurs souhaitent en fait acheter deux choses. La capacité à créer de la marge en réduisant du coût, et rachètent du revenu de back-office, la capacité à négocier massivement. Ce sont deux motifs qui sont parfaitement rationnels dans une économie de cette nature. Ce sont les deux motifs qui, en fait, ne sont pas tout à fait compatibles avec les stratégies que vous avez toutes parfaitement clairement exprimées, qui sont celles que la structure n'a finalement de légitimité dans le système que selon le service rendu à la population, ce qui suppose qu'elle soit en mesure de le rendre, ce qui pose la question effectivement des services rendus par des organisations à une échelle supérieure, dans des aspects de back-office, à la condition d'un partage loyal, naturellement, de la valeur qui peut être créée par de la massification et de la professionnalisation des achats. Et puis aussi, il y a des plans qui avaient été évoqués par certains d'entre vous présents dans la salle il y a quelques années, en ce qui concerne le concept, par exemple, d'une pharmacie mère ou autre, hein, et finalement d'autres entités qui seraient réparties sur un territoire. Un espèce de modèle symbiotique dans lequel une clé de partage dans l'investissement distinguerait la part dans l'entité locale et la part dans une holding qui posséderait une mère qui serait au service de l'ensemble. Donc la loyauté dans la répartition de valeur et l'intéressement typiquement libéral à une performance de choix d'entreprise, et ça a été suffisamment rappelé, c'est fondamental pour la santé publique, pas l'unification, le terrain commande. C'est bien la personnalisation de la réponse aux besoins locaux de l'offre. Donc c'est chercher ce modèle au travers de l'ingénierie qu'on peut dire ingénierie capitalistique, et qui effectivement suppose qu'un certain nombre de préalables réglementaires soient tranchés, dont la question des contrats de time sharing, peut-être consistant à une allocation dans le temps, dans l'espace, d'une compétence embauchée à un niveau de groupement d'intérêt économique ou autre, ou une pharmacie, puisqu'il faut être inscrit à l'ordre, et qui serait de la mise à disposition selon des plages temps programmées en fonction de spécialité. Je pense que la boîte à outils est très complète. Il serait intéressant que votre voix porte encore plus loin, effectivement, dans ce sens-là. L'approche est systémique, c'est une solution qui doit être apportée au système de santé, c'est pas simplement une solution qui doit être apportée à la pharmacie. Si on regarde la pièce du puzzle de cette manière-là, je pense qu'il peut peut-être y avoir des arguments qui permettent de l'y mieux insérer. Merci. Merci de votre intervention. Leslie, pour ne pas te faire courir, il y avait une question juste derrière M. Mégerlin. Vous n'avez pas besoin de courir. Jean-Luc Tomasini, Europharmacie. On parle beaucoup, évidemment, on est tous d'accord pour dire que ces nouvelles missions sont un facteur clé du développement du système pharmacie, en augmentant la médicalisation et la professionnalisation au cœur même du premier pas, du premier secteur de santé. On a beaucoup évoqué le problème de compétences, l'augmentation des compétences. Et je voudrais faire ressortir ici le serpent de mer d'une formation continue, obligatoire, qualifiante, peut-être avec des examens qui permettraient, en s'associant avec les facultés ou avec d'autres organismes, d'incrémenter vers le haut
la formation et l'intérêt général, parce que on peut comprendre la réticence d'un certain nombre de pharmaciens quand on a eu son diplôme il y a plus de 40 ans. Je ne dis pas qu'on n'est plus dans le coup, mais on a forcément une appréhension. Et rendre une formation, il ne s'agit pas de faire quelque chose hyper pointu, mais une mise en condition qui permettrait d'incrémenter vers le haut l'ensemble de la profession et d'éviter le clivage qui risque de se produire, qui a été parfaitement souligné par notre conférencier à l'instant, c'est-à-dire le clivage entre une pharmacie à 2 vitesses et un service public à 2 vitesses. Merci. Merci Jean-Luc pour cette intervention. Pierre-Olivier, je crois que vous vouliez intervenir. Ah non, pardon, c'est votre voisin. Peut-être un petit témoignage un peu positif. Effectivement, moi je suis pharmacien à Épernay. Depuis le début de l'année, j'ai lancé dans mon officine les entretiens AOD. J'avais 80 patients sous AOD. J'ai pas plus de personnel pharmaceutique. C'est seulement une conduite du changement qu'on a fait au sein de l'officine, où on a réussi à faire comprendre à l'équipe que maintenant c'était le nouveau parcours du patient AOD. Donc à une initiation, à des moments de fragilité du patient, c'est là que l'équipe devait être en proposition. Et il y a aussi un élément de formation. Au bout, comme disait Pierre-Olivier, au début, le questionnaire est laborieux parce qu'on ne connaît pas. Après, on le connaît par cœur. On n'a même plus besoin d'avoir le support. Et c'est un élément qui devient naturel. Excusez-moi, juste un point. Est-ce que vous pourrez regarder à votre gauche pour l'enregistrement ? Pas de souci. Merci. Et pour ça, pour pouvoir dégager du temps, il faut arrêter. C'est très perturbant quand même. Hein. Pour faire cette conduite du changement, effectivement, il faut identifier du temps non pharmaceutique, du temps qui n'a pas de plus-value. Et ça peut être les achats, ça peut être la charge administrative, ça peut être tout un tas de tâches qui n'ont pas de plus-value. Et la question, parce que quand même l'idée c'est de poser une question, comment les groupements aident dans ces tâches, à la fois pour gagner du temps, du dégager du temps à l'acte, et comment il aide également à faire cet acte de façon plus rapide, de façon plus intuitive, de façon plus compétente. Voilà, c'était ma question à Laurent. Quelle est la conduite du changement réalisée par les groupements pour faire ça? Et aujourd'hui, sur les 80 patients, on en a fait 55 à fin août et 100 temps supplémentaires et sans dégrader la qualité de service. Laurent, je te laisse répondre. Oui, alors effectivement, mais de toute façon, les groupements, ça fait très longtemps qu'on s'occupe du back-office. Hein, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est en ça qu'on est compétent. Donc c'est nous qui négocions pour le compte de nos adhérents, c'est nous qui essayons de mettre en place des centrales logistiques, qui mettons en place des caps, qui faisons en fait toute la politique un peu pris aussi de temps en temps pour nos groupements, voilà, qui faisons un peu la communication, même si elle est très restreinte, hein, on essaie quand même de le faire par les vitrines qu'on met en place. Donc voilà, donc tout ça, le back-office, je pense qu'on l'a déjà bien optimisé. Et maintenant, combien d'heures par semaine ça prend de faire ses achats soi-même et qu'on pourrait donner énormément. C'est pour ça que je te conseille de faire partie d'un bon groupement où tu n'auras plus à faire tes achats. C'est déjà le cas. J'en connais quelques-uns, hein, si tu veux. Voilà, une toute dernière question et on va passer après à l'exposé de Jean-Jacques Zambrowski. Ah. Bonjour à toutes et à tous, Mehdi Giuliani, pharmacien, président Totum Pharmacien. Je voulais intervenir. Alors évidemment, il y a des solutions back-office qui existent chez les groupements pour libérer du temps. Mais je voulais rebondir sur les nouvelles missions, en particulier sur une, puisqu'on parle du temps disponible et libre, celle de la dispensation protocolisée. Donc je vois dans le sondage que seuls 3% des pharmaciens veulent se lancer. Et pourtant, la dispensation protocolisée est certainement une des nouvelles missions les plus simples à mettre en place, les plus rapides et les plus utiles. Donc on l'a expérimenté. Guillaume d'ailleurs, qui est intervenu tout à l'heure, on a échangé dans un groupe confraternel. On a mis en place une dispensation protocolisée dans les douleurs absédentaires. Au-delà de la rédaction, c'est quand même relativement simple. En 2 heures de formation, on est capable de comprendre, en tant que pharmacien, la physiopathologie dentaire et identifier un abcès, en tout cas, au moins aussi bien qu'un médecin, puisqu'on n'a plus accès au dentiste, ou presque, et en tout cas encore mieux qu'en téléconsultation. Et finalement, en assez peu de temps, on rend un service qui est énorme,
parce que quand vous avez quelqu'un qui souffre d'un abcès, d'une douleur, bah, c'est terrible. On suit un protocole, et quand on a un protocole, qu'on reste dans les rails, et je crois qu'il faut le dire aussi aux pharmaciens présents, on a une assurance. On est assuré aujourd'hui pour cette nouvelle mission, dès lors qu'on l'a déposé à l'ARS. Et tant qu'on reste dans les rails, on a un risque qui est faible, on a un service rendu qui est fort, et finalement on passe pas plus de temps à faire notre protocole, rassurer le patient, lui expliquer, que lui dire non et essayer de trouver des solutions pour notre patient. Donc je pense que parmi les nouvelles missions, il y a ces dispensations protocolisées. Vous savez évidemment qu'il y a des réticences à déléguer de la part de certains professionnels. Dans le dentaire, c'est plus simple parce qu'il y a des dentistes. Mais en tout cas, je pense que sur ces questions de disponibilité des pharmaciens, c'est une des missions qui est beaucoup plus simple peut-être que des entretiens. Merci. Une vraie toute dernière, parce que madame avait levé la main également. Ici. Et on enchaînera ensuite. Bonjour à tous, du coup Lisa Da Silva, la présidente de la NEP. Moi je vais reprendre un peu ce qu'a pu dire Guillaume par rapport au fait de restructurer la pharmacie. Je ne vais pas revenir sur le fait que, évidemment, de même, la NEP, on est quand même heureux et satisfait de ces missions qui arrivent et qui permettent de replacer le pharmacien en tant que professionnel de santé de proximité, mais aussi d'accompagnement et de conseil. Avec toutes ces missions et certainement des nouvelles qui vont arriver, avec des pharmacies qui commencent un peu aussi à spécialiser leurs pharmaciens, à mettre des pharmaciens que sur les entretiens ou que sur de la délivrance, avec l'arrivée des DUST et possiblement des licences et du coup de la montée en compétences des préparateurs sur certains points. Ma question est la suivante: est-ce que vous pensez que dans les années à venir, les pharmacies en fait les pharmaciens devront choisir leur mission, et est-ce que en fait, pour être un petit peu plus clair, est-ce qu'on aura des pharmaciens qui ne feront que des entretiens et jamais de délivrance, ou que des délivrances et jamais d'entretien? Et du coup, ça revient un petit peu à ce que disait Guillaume, comment restructurer vraiment le métier de pharmacien, et est-ce qu'on perdrait pas à force peut-être l'essence même du métier de pharmacien, c'est-à-dire la délivrance du médicament et du conseil? Cette question, j'arrive un petit peu en retard, donc elle s'adresse un peu à la personne qui voudrait y répondre. C'est une excellente question et c'est effectivement votre avenir. Je comprends que vous ayez besoin d'avoir un éclaircissement. Qui veut répondre, Laurent? Je pense que malheureusement, ou heureusement, en tout cas, on n'aura pas la ressource humaine pour pouvoir spécialiser les gens. Déjà qu'on soit bien content d'avoir des pharmaciens dans nos pharmacies, ne serait-ce que pour ouvrir sur toute la plage horaire qui sont nos horaires d'ouverture. Et on sera déjà très content de pouvoir maintenir notre réseau et nos pharmacies ouvertes. Donc de là à spécialiser les gens, je pense que même dans les très grandes structures, c'est quelque chose qui d'une part n'est pas souhaitable, parce que on a une unicité du diplôme et il faut que le pharmacien sache tout faire. Et moi je me rappelle que quand j'ai commencé la fac de pharma, j'avais un prof qui disait le pharmacien c'est le polytechnicien de la santé. Et il faut qu'on garde ça. Il faut qu'on garde notre adaptivité et il faut qu'on garde notre œil sur tout le panorama de l'officine, à commencer par la délivrance des médicaments, parce que c'est quand même notre cœur de métier. Merci beaucoup.